Nous allons, dans les prochains exemples de sources iconographiques qui vont suivre, nous rapprocher progressivement de l'époque contemporaine avec quelques cas bien particuliers. Commençons par les caricatures. Ce que vous devez savoir, c'est que cette mode de caricaturer des événements, des idées, des personnages, notamment des personnages politiques, des hommes d'État et autres, c'est une tradition que l'on voit largement se développer au XIXe siècle, donc durant l'époque contemporaine. Pourquoi ? Eh bien parce que ces dessins humoristiques, ces caricatures vont se développer en même temps que la presse papier. En quoi ces caricatures anciennes peuvent-elles prétendre à devenir des sources iconographiques des témoignages du passé ? Eh bien, nous avons plusieurs caricatures anciennes qui ont déjà été analysées, qui sont même abondamment travaillées, étudiées par les historiens. C'est un sujet, c'est un type de source qui est très à la mode depuis 10-20 ans dans les études historiques. Ces caricatures, ces satires, elles vont témoigner d'une idée. Quelle est cette idée ? Eh bien, une caricature ancienne, elle va notamment nous fournir des informations sur un courant de pensée, sur la pensée du caricaturiste, du dessinateur qui a réalisé la caricature. En effet, généralement, une caricature, elle est là pour manifester sa désapprobation contre une idée ou un personnage. C'est en cela qu'elle nous informe d'un état de pensée à une époque donnée. Prenons peut-être les premières caricatures que l'on voit en France. Elles vont s'attaquer au roi de France Louis-Philippe, qui n'est autre que le beau-père du premier roi des Belges, Léopold Ier. Eh bien, vous voyez sur ces caricatures qui vont paraître dans la presse écrite de l'époque, la presse imprimée comme on l'appelait, mais nous voyons que le roi de France va être confondu avec une poire. Donc vous voyez que le caricaturiste a utilisé la morphologie du visage du roi bien pour faire passer une idée. Ce roi présente toutes les caractéristiques d'une poire. En l'occurrence, lorsque l'on représente quelqu'un avec une tête de poire, déjà à cette époque, ça signifie que l'on juge que cette personne n'est pas très intelligente. Dans le cours, vous avez un autre exemple, un exemple célèbre de la caricature. C'est peut-être le meilleur exemple, le plus révélateur. Ce sont les caricatures qui vont directement attaquer Charles Darwin. Peut-être pas le personnage, mais plutôt les idées qu'il va défendre dans ses études. Vous connaissez certainement, grâce à vos cours de sciences, la personnalité de Charles Darwin, qui est un scientifique anglais qui va notamment s'intéresser à la théorie de l'évolution, et il va permettre à cette théorie de progresser durant l'époque contemporaine grâce à ses observations, grâce à ses études, et à son traité sur l'évolution des espèces. Et vous connaissez peut-être les informations que Charles Darwin, à son époque, a essayé de faire passer dans le monde scientifique, c'est-à-dire notamment, il avait tenu l'idée selon laquelle les hommes pouvaient avoir un certain lien de parenté, partageaient certaines caractéristiques, certaines spécificités avec d'autres espèces vivantes sur la Terre et notamment les primates. Alors, à l'époque, dans une société qui voit la révolution industrielle et qui voit l'image de l'homme véritablement glorifiée, inutile de vous dire que ces informations d'ordre scientifique sont très mal passées. Nous conservons ainsi aujourd'hui énormément de caricatures qui va se moquer des théories de Charles Darwin et notamment de ce lien que le scientifique aurait essayé de défendre entre
l'homme et le singe. C'est pour cela que dans ces fameuses caricatures, Charles Darwin est représenté avec un corps de primate, avec un corps de singe. Une nouvelle fois, vous voyez, ces caricatures anciennes, elles témoignent d'une idée de contestation face à un événement. Et cet événement, c'est la parution, la diffusion de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. En cela, ces documents anciens peuvent être considérés comme des sources à part entière. Pourquoi ? Parce qu'ils nous donnent des informations, ils nous renseignent sur un état d'esprit d'une époque antérieure à la nôtre. C'est exactement la même chose pour certaines bandes dessinées. Alors les bandes dessinées, ce sont généralement aussi des productions de l'époque contemporaine. Je ne vais pas ici vous parler d'Astérix et Obélix. Pourquoi ? Eh bien parce que ce ne sont pas des sources. En effet, pour que Uderzo et Goscinny, les auteurs d'Astérix et Obélix, aient accouché d'une source historique, il aurait fallu qu'ils réalisent leur bande dessinée durant l'époque gallo-romaine ou plus largement durant l'Antiquité, ce qui n'est bien entendu pas le cas. Astérix et Obélix sont des personnages de fiction qui évoluent dans une période déterminée de l'Antiquité romaine et de l'Antiquité gauloise. Or, la bande dessinée, leurs aventures ont été créées plusieurs siècles après cette période gauloise et cette période romaine. Donc, Astérix et Obélix, ainsi que la majorité des bandes dessinées que vous pouvez lire aujourd'hui, ce sont des reconstitutions d'une certaine manière. Par contre, moi, je vais vous parler l'un des rares exemples qui peut être considéré comme une source historique. Il s'agit de la bande dessinée intitulée Tintin au Congo, une bande dessinée et scénarisée par Hergé, le célèbre auteur de bande dessinée belge. Que peut-on dire sur cette bande dessinée précise ? Eh bien, une première chose qui apparaît sur cette diapositive. Vous avez 2 extraits de la bande dessinée, mais vous pouvez remarquer qu'il y a un extrait en noir et blanc où le dessin semble différent de l'apparence que l'on connaît de Tintin aujourd'hui. Si vous êtes lecteur d'Hergé, vous savez de quoi je parle. Et juste à côté, nous avons un extrait de la bande dessinée Tintin au Congo, colorisé, avec un trait beaucoup plus moderne dans la manière de dessiner, de représenter les héros de cette intrigue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hergé a lui-même modifié la version originale, la version initiale de son Tintin au Congo. Pourquoi ? Eh bien parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'éditeur de la bande dessinée a demandé à Hergé d'apporter des modifications parce que certains passages pouvaient être mal interprétés et pouvaient certainement choquer certaines personnes. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Certaines personnes qui découvrent encore aujourd'hui cette histoire sont littéralement choquées par cette bande dessinée. Ils la trouvent notamment raciste. Alors, nous n'allons pas entrer dans le débat, c'est pas ça que je vais vous montrer dans cette présentation. Je vous propose donc d'oublier la version revue et corrigée par Hergé, mais plutôt de nous intéresser à la première version de cette aventure, de cette bande dessinée. Elle date des années 1930. Vous ne devez pas perdre une chose de vue. Dans les années 1930, la Belgique possède toujours la colonie du Congo. Cette colonie, elle va gagner son indépendance dans les années 1950 lorsque le roi Baudouin va accéder au trône de Belgique, mais pas avant. Donc, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1930, durant l'entre-deux-guerres, le Congo est toujours une colonie belge. Et cette bande dessinée, en fait, elle nous donne des informations historiques. Elle nous renseigne notamment et principalement sur l'état d'esprit défendu, véhiculé par certains
belges par certains Européens durant cette époque, durant l'entre-deux-guerres. Si vous voulez, cette bande dessinée, elle nous permet peut-être d'un peu mieux comprendre l'esprit colonialiste à l'époque, au moment de la colonie du Congo. Vous avez, comme aujourd'hui d'ailleurs, des opposants, des Belges, des politiciens, monsieur et madame tout le monde, qui sont littéralement opposés, farouches à cette idée de colonialisme. Et d'un autre côté, vous avez une partie de la population qui défend le colonialisme pour des raisons économiques principalement, mais aussi parfois en prétextant d'obscures raisons humanitaires, notamment. Ainsi, dans l'extrait que je vous ai mis en ligne et qui est disponible dans votre cours, eh bien, on voit notre Tintin qui est accueilli par un missionnaire, ce missionnaire qui ressemble un peu d'ailleurs au roi Léopold II, et ce missionnaire va inviter Tintin à donner une leçon. En l'occurrence ici, vous le voyez, c'est une leçon d'éveil sur la Belgique, la patrie des petits Congolais qui sont présents dans cette classe. Cet extrait, comme une certaine partie de cette bande dessinée, véhicule donc des idées quelque peu patriarcales. Pour certains Belges de l'époque, la présence du royaume de Belgique au Congo était justifiée. Pourquoi ? Eh bien parce que les Européens pouvaient ainsi éduquer les Congolais qui, pour certains Européens de l'époque, apparaissaient comme de grands enfants. Il fallait leur faire connaître les mœurs occidentales qui étaient considérées comme les meilleures au monde. Vous avez ici une vision européocentriste très forte. En cela, cette bande dessinée qui traduit une certaine idée de l'époque des années 1930 peut être considérée comme une source historique. Alors là, nous sommes entre la source iconographique pour les images et la source écrite pour le texte. Ce document peut être considéré comme une source et je peux vous garantir que des historiens ont pris le temps d'analyser l'œuvre d'Hergé et plus spécifiquement d'étudier avec un regard d'historien, avec un regard objectif, l'œuvre d'Hergé et notamment cette bande dessinée.